Ça va démarrer. Voilà, c'est parti. Et je vais peut-être vous présenter en fait. Donc, je vais utiliser en fait un service qui s'appelle alors Emma. Je ne suis pas dans le groupe officiellement. J'ai pris SketchUp. Est-ce que je peux inscrire tout de même mon mail? Oui, oui, bien sûr. Je pense. J'y vois pas d'inconvénient. Donc, du coup, je te rajoute dans la liste. Alors, hop, voilà. Donc oui, alors pour ce cours, en fait, je vais utiliser comme support de cours, je vais utiliser un service qui s'appelle GitHub et qui est en fait un service où on peut déposer et partager du code en ligne. Donc c'est ce que je fais chaque année en fait. Et sur cette page-là, je vais poster un petit peu déjà les déroulés de cours. Donc, je vais essayer d'avoir à chaque fois un coup d'avance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez voir un petit peu ce qu'on va faire sur ce cours numéro 1. Donc, ça va être plutôt un cours d'introduction déjà à mon activité qui est en fort lien avec ce qu'on va voir au cours des différentes sessions. Donc, je crois qu'on se voit, c'est comme chaque année, on se verra sur 12 semaines. Donc, je vais vous passer le lien. Conservez-le précieusement parce qu'il va nous servir vraiment de référence. Donc, c'est là où je vais vraiment mettre les déroulés des cours. Donc, il y aura toujours ce que je dis aujourd'hui, on voit le cours numéro 1. Et puis, en général, ce que je fais, c'est que le week-end suivant, je mettrai en ligne un petit peu le déroulé du cours numéro 2. Donc, vous pouvez, hop, ici, voilà, je vous donne le lien par le chat. Et donc, aujourd'hui, on va voir ça. Donc, je vais présenter un petit peu mon travail. Donc, je travaille dans un studio qui est installé à Bordeaux depuis une dizaine d'années qui s'appelle The Rocks. Et je travaille dans le domaine du design d'interaction et de la création numérique. Donc, je vais vous montrer un petit peu au travers de quelques projets ce qu'on appelle design d'interaction et expliquer un petit peu en quoi consiste mon travail au quotidien. Je vous présenterai ensuite donc l'environnement sur lequel on va travailler qui s'appelle Processing. Donc, et on va travailler sur un éditeur en ligne, donc sur la version JavaScript de Processing, donc le langage qu'on va apprendre à maîtriser, ou en tout cas dont on va apprendre les briques principales, ça va être le JavaScript, donc à travers la version JavaScript de Processing, qui s'appelle P5.js. Donc, je vais faire un petit historique d'où proviennent ces outils, un petit peu l'histoire qu'il y a derrière la démarche des créateurs. Et on commencera à travailler avec quelques références. Alors là, je l'ai mis sur le cours numéro 2, mais je pense qu'on va empiéter un peu sur ce programme-là. Je pense qu'on fera peut-être les deux premiers points. Donc, on va voir un petit peu comment on peut, à l'intérieur du navigateur et à l'intérieur de cet éditeur, par programme, dessiner des formes. Et donc, l'objet vraiment de ce cours, ça va être à travers donc une création graphique programmée, de découvrir vraiment les briques de base de la programmation, du coding ou du code. Donc, vous allez voir, ça va être assez didactique et assez progressif. Donc, il y a quatre grands chapitres qu'on va voir au cours de ces prochaines semaines, qui vont structurer un petit peu toutes les bases vraiment de la programmation. C'est-à-dire qu'avec vraiment quatre grandes structures, on peut quasiment tout faire. Et puis, l'an prochain, on explorera vraiment plus en détail des algorithmes plus précis, notamment utilisés dans tout ce qui est création graphique. Donc, je peux vous montrer un peu. Donc, alors, vous pouvez remonter d'un cran et regarder. Donc, vraiment, je mets en ligne tous mes cours sur cette plateforme. Et notamment, j'ai les cours aussi de master, de M1 et de M2. Donc, vous pouvez aller voir ce qui a été fait, ce que j'ai fait l'an dernier. Donc, je vous mets pareil le lien, donc vous pouvez les regarder. Donc, l'an dernier, pareil, voilà, je vous mets quelques captures d'écran de ce qui avait été produit. Donc, on avait travaillé l'an dernier
Mais ce sera un petit peu. Alors, ce que je fais, c'est que chaque année, je reprends un petit peu ce qui a été fait les années précédentes et puis j'adapte en fonction du niveau et puis en fonction des thèmes aussi. Voilà. Donc là, l'an dernier, on avait travaillé sur les images, un petit peu de typo. On avait travaillé sur des motifs de répétition, des patterns. Voilà. Donc, je vous montre rapidement. Voilà, je fais scroller. Et on avait terminé l'année par un projet. Voilà, donc on avait aussi travaillé sur tout ce qui était animation et fabrication de GIFs animés. Donc on fera ça. Voilà, là on était quasiment à la fin de l'année. Et j'avais terminé. Alors je ne sais pas si j'ai mis. Oui, voilà, j'avais terminé cette année par l'impression en fait de cartes génératives, de cartes postales génératives. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé aux étudiants en fait d'utiliser les outils qu'on avait vus, ou en tout cas les briques qu'on avait vues au cours de l'année, et je leur ai demandé en fait de fabriquer un motif sur un format un petit peu particulier, donc format carte postale 15-10, et je les avais imprimés en fait avec une machine dont je vais vous parler dans la présentation et qui s'appelle Axidro. Voilà. Donc Axidro, c'est un petit robot traceur et qui permet de lui passer un fichier SVG et puis il va le tracer sur une feuille de papier. Donc avec un petit travail préalable d'édition qui permet d'indiquer notamment la taille de papier et voilà, les vitesses de print. Donc c'est un atelier que j'avais fait 2 ans auparavant aussi avec les gens maintenant qui sont en master pour la plupart. Alors je ne sais pas si on voit ici sur la vidéo, non, on ne voit pas forcément la machine. Voilà, donc Axidro, ça ressemble à ça en fait. C'est un bras robot en XY qui permet voilà, d'imprimer des fichiers. Donc, je pense qu'on s'orientera cette année plutôt sur en fin d'année sur ce type de projet. Donc, comment ça va se passer aussi? Alors, tiens, je peux peut-être en parler. J'en parle maintenant un petit peu de l'organisation du cours. Comment ça va se passer? Donc, on va se voir donc soit en ligne, soit en présence. Donc, 2 heures tous les lundis matins. Donc, je vous demanderai, donc ça, c'est un travail personnel à faire, d'essayer avant qu'on se revoie sur le cours suivant, de revoir un petit peu les notions qu'on a vues. Donc, ça pourra se faire soit au travers des programmes qu'on a vus, soit au travers je vous passerai aussi des petites vidéos en ligne qui permettront voilà, d'être complémentaires de ce cours. Donc, ça, je vous présenterai ça tout à l'heure. Donc concernant les notes, donc c'est en contrôle continu. Et ce que je fais, c'est qu'en général, chaque année, donc on a 12 sessions. Je vais vous donner soit 3 ou 4 exercices à faire, donc du lundi pour le lundi suivant. Donc c'est des petits exercices vraiment de mise en application. Donc normalement, ça doit vous prendre pas plus d'une demi-heure, je dirais. Voilà, une demi-heure, 3/4 d'heure max à faire. Donc sur de la programmation, mais plutôt, je dirais, créative. Donc il y aura souvent du graphisme à produire et puis du graphisme animé et interactif. Donc on va voir comment on va pouvoir rendre dynamique toutes ces images à travers le code et tout ça dans le navigateur. Et à la fin de l'année, donc ça fera partie aussi de ces exercices entre guillemets. Donc il y aura ce projet un petit peu, ce projet final qui pourra se faire en groupe. Voilà. Donc l'an dernier, alors je me souviens plus exactement, mais les étudiants avaient travaillé à 2 ou à 3. Voilà. Et donc j'avais imprimé. Donc là, comme c'était 2 demi-groupes, on était une trentaine, mais j'avais imprimé ces 30 cartes postales. Alors je peux vous montrer ce qu'on avait fait aussi l'année précédente, donc sur le 2018-2019. Donc on avait terminé un petit peu sur le même tempo. Et là, j'avais amené directement du coup le traceur en ligne et on avait imprimé là des feuilles A4. Donc chaque étudiant avait pu repartir avec son impression. Voilà. Donc c'est une étudiante qui fait de la photo aujourd'hui, qui avait pris les photos. Vous reconnaissez peut-être enfin non, vous ne reconnaissez pas, mais on avait pris ça devant la MDA. Voilà. Donc on fera, voilà, je pense qu'on terminera là-dessus.
le semestre, donc sur de l'impression et de la création comme ça imprimée. Donc, il sera accompagné d'un outil en ligne. Donc, toutes ces formes-là avaient été générées par un outil qui était. Alors, je dis en ligne, mais c'est pas vrai. On avait utilisé la version processing. Donc, c'est la version un petit peu desktop de ce qu'on avait utilisé, aujourd'hui. Mais voilà. Donc tout ça, il y aura un outil qui permettra d'animer puis de paramétrer tout ça. Donc on verra, voilà, j'avais quelques photos. On verra comment on peut aboutir à ça à partir de lignes de code, comment on peut aboutir à un outil qui va nous permettre de manipuler donc des formes graphiques sur l'écran. Donc soit dynamiquement, on va les animer en fonction du temps, ou soit directement en manipulant de l'interface graphique. Et on verra comment on peut exporter ça dans un fichier vectoriel pour être imprimé à travers cette machine. Voilà. Donc voilà un petit peu le programme de cette année. Donc ce sera vraiment progressif. Et donc en général, ce que je fais sur une session, c'est que je prends toujours 10 minutes, à peu près 10 minutes, un quart d'heure, pour rappeler ce qu'on a fait la semaine précédente et puis pour répondre aux questions, si vous avez des questions sur ce qui a été vu. Donc pareil, si vous avez des doutes, je sais que c'est pas évident quand on est en visio. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à m'interrompre, ou des questions à m'interrompre, soit de manière, voilà, en prenant la parole, ou soit par le chat. Parce que des fois, je sais que j'ai tendance parfois à aller un petit peu vite sur certaines notions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, il y a pas je dirais qu'il n'y a pas de programme impératif à finir avant la fin de ce semestre. C'est plutôt, voilà, plutôt je m'adapte en fait en fonction de peut-être ce que je vous disais, en fonction du niveau et puis voilà, de la façon dont on va avancer. OK? Voilà. Donc je vais me présenter. Je vais présenter un petit peu mon activité. Alors c'est une présentation que j'ai faite il n'y a pas très très longtemps. Hop, voilà, je passe sur le Keynote. Voilà, donc c'est une présentation en fait alors là au début, au démarrage, alors, est-ce que vous m'entendez là tous? Parce que j'ai baissé le son, j'avais laissé un petit peu Oui, voilà, oui. du son sur la vidéo. Oui, c'est bon, nickel. Et ouais, vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est Oui, bon. nickel. Ouais, donc je mets le son à zéro. Moi, je vous entends plus, mais voilà, donc je coupe le son parce que voilà, il y a des vidéos où il y a du son et voilà, j'ai ça dans le casque. Donc, alors, oui, donc j'ai débuté en fait. Alors, j'ai pris cette présentation, mais je vais vous montrer ça. Donc, j'ai débuté en fait moi la programmation il y a quand j'étais enfant, quand j'avais une dizaine d'années. En fait, j'ai eu la chance d'avoir entre les mains, ce qui n'était pas évident à la fin des années 80, au milieu des années 80, d'avoir un ordinateur à la maison, ce qui est aujourd'hui un petit peu standard. Et j'ai commencé en fait l'initiation un petit peu de manière autodidacte à travers la programmation donc de jeux dans un langage qui s'appelait le BASIC. Et assez vite, donc j'ai eu la chance après d'avoir cet ordinateur en fait qui était un Atari ST, qui était une machine assez évoluée pour l'époque, qui est aujourd'hui complètement obsolète. Et je suis vraiment entré dans la programmation par le biais de ce qu'on appelait les démos. Donc les démos, en fait, c'était des écrans qui étaient une sorte d'introduction en fait aux jeux piratés. Donc on s'échangeait pas mal de jeux piratés au collège et puis au lycée. Donc à l'époque, hein, les jeux étaient sur des disquettes. Donc ça n'existe plus aujourd'hui. Et donc on s'échangeait ça et donc une démo en fait ou une intro, c'était un écran très technique et très visuel en fait qui préfigurait donc le jeu en lui-même, et à tel point que moi je collectionnais plus du tout les jeux, mais je collectionnais plutôt les intros en fait, ou en tout cas les jeux pour avoir ces intros que je regardais. J'étais assez fasciné. Alors ça ressemblait à ça, voilà. Donc ça c'est des écrans typiques qui étaient soit en intro de jeux piratés. Donc pour celui-ci là, le Blade Runner. Oups, pardon.
Et soit les personnes en fait ont commencé à se dire finalement que ces intros-là étaient beaucoup mieux que les jeux et pourquoi pas en faire des disquettes ou en tout cas des programmes à part entière. Donc c'est comme ça que sont nés ou en tout cas qu'est née ce qu'on appelle aujourd'hui la scène demo making, donc qui est une scène un petit peu underground de la création visuelle par vraiment faite par ou en tout cas programmée par code. Donc c'est pas du tout vraiment pas du tout fait par des outils ou c'est pas du tout dans l'esprit vidéo, etc. C'est vraiment des écrans qui ont été faits par du code. Voilà. Donc j'étais vraiment fasciné par ça. Et puis comme tout ado, j'ai voulu en fait reproduire ce que je voyais. Puis je me suis mis à la programmation. Et puis c'est devenu vraiment une passion à tel point que j'en ai fait mon activité principale aujourd'hui. Et donc je travaille dans un studio qui s'appelle The Rocks, qui est basé à Bordeaux dans un lieu qui s'appelle la Fabrique Paula, que vous connaissez peut-être. Donc, c'est la Fabrique Paula, en fait, c'est un acteur culturel important sur Bordeaux. Et c'est d'abord un lieu, en fait, qui héberge, en fait, un ensemble d'acteurs dans le domaine des arts, de l'architecture, de performances visuelles, qui nous abrite depuis, nous, ça va faire 2 ans qu'on y est. Mais la Fabrique Paula a une vingtaine d'années et on trouve notamment bien des associations ou des studios comme je peux vous citer donc Bruit du Frigo, que vous connaissez peut-être par le biais des refuges périurbains. Donc c'est voilà, Bruit du Frigo, c'est une association en fait qui a créé. Alors ils font pas que ça, mais ils ont notamment créé ce type de refuge. Donc c'est des espèces de cabanes qu'on peut réserver chaque année, je crois d'avril à octobre, et qui sont disséminées sur le territoire bordelais. Donc voilà, c'est vraiment des cabanes qui ont des formes un petit peu spéciales. Il y a la nouvelle agence aussi, cabinet d'architecture, qui a fait le bâtiment. Voilà, donc de Rox. Moi, je travaille aussi on est dans le même studio qu'un avec un ancien de l'université, donc de votre licence, qui s'appelle Guillaume Hitt, voilà, que vous connaissez très certainement. En fait, il s'est occupé du carnaval des Deux-Rives pendant 3 ans. Donc, il a un univers qui est basé sur des personnages de ce type. Voilà, donc ça c'est Guillaume Hitt, et qui sont tridimensionnels, donc dans une perspective un petit peu comme ça cavalière, très très créatif, très coloré. Donc il travaille beaucoup sur de l'animation. Et là sur le carnaval, il avait travaillé voilà sur l'aspect un petit peu interactif en créant donc tout un ensemble de costumes, mais qui embarquait de l'électronique. Et puis, il avait créé un système de réalité augmentée aussi, c'est-à-dire que quand on pointait avec son téléphone ces personnages, eh bien, on avait des espèces voilà, d'animation qui sortaient un petit peu de l'écran. Donc, vous avez certainement, si vous étiez à Bordeaux, vous avez certainement vu ça les années précédentes. Voilà, on travaille aussi avec Countach, alors Countach Studio, pas la voiture, mais voilà. Donc, on travaille avec eux. Donc, c'est plutôt là, studio de graphisme. Voilà, ils font de l'édition. Ils font de la risographie aussi, impression sur ces machines. Donc, ils ont réalisé notamment toute la com graphique du FIFIB. Donc, c'est le Festival international de films indépendants de Bordeaux. Donc, vous avez peut-être vu les affiches. Ouais, plutôt peut-être sur le Instagram, puisque le site a l'air en construction. Voilà. Donc, FIFIB, vous avez peut-être vu passer ces affiches. Donc, c'était au mois de septembre ou octobre. Je me souviens plus très bien. Voilà. Donc là, c'est plutôt vraiment voilà, graphisme. Et donc, ils sont deux, en fait. Il y a Malak qui travaille plutôt sur l'aspect scénographique et Fabien qui est un spécialiste assez pointu, assez fin de la typographie. Voilà. Donc, on travaille. Donc, je vous montre, je vous dis, hein, il y a d'autres. Donc, il y a Guillaume Ruiz qui intervient, lui, en master. Donc, il intervient en master design. Voilà, donc là, pareil, c'est graphisme plutôt orienté web et édition. Voilà.
Donc, il y a d'autres artistes aussi. Je peux vous citer, voilà, il y a Olivier Crouzel, donc qui est plus proche du travail qu'on fait nous au studio, voilà, qui travaille lui plutôt sur la projection. Donc des projections un petit peu, ce qu'on appelle le mapping, projection un petit peu sur des grands volumes. Il a travaillé, alors je ne sais pas si cette installation est toujours en place. Je regarde, mais vous pourrez aller voir son travail, notamment. Alors, je pense que c'était juste pour les fêtes de Noël, mais c'est possible que ça y soit encore. Et vous allez pouvoir voir son travail, notamment à l'auditorium de l'Opéra national de Bordeaux. Donc, c'est pas très loin de Gambetta. Et il a installé en fait une projection sur le plafond dans l'entrée en fait de l'auditorium. Voilà. Voilà, donc ça, on n'est pas très très loin de Gambetta. Voilà, donc il travaille sur tout ce qui est projection avec un contenu qui est très, je dirais presque très politique. Donc il s'insère vraiment dans le milieu urbain avec des projections en général pour dénoncer ou pour montrer peut-être voilà, des dysfonctionnements de notre société. Et il avait notamment fait des projections au Signal à Soulac. Voilà. Le Signal, c'était cet immeuble en bord de plage qui a été évacué du fait de l'avancée voilà, du front de mer. Voilà, donc beaucoup de graphistes, d'artistes qui travaillent à la Fabrique Paula. Et nous, on fait partie, je dirais, des artistes un petit peu qui travaillent dans le domaine du numérique, mais vraiment spécialisés dans la création numérique au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec tout ce qui est programmation et code. Je vais vous présenter quelques installations qu'on a réalisées. Donc le studio a vraiment, je dirais, deux volets. Un volet plutôt artistique, c'est-à-dire création propre au studio, c'est-à-dire des créations dont on est à l'origine et qu'on va faire vivre au travers donc de festivals plutôt orientés artistiques. Et donc, on avait cette installation qui s'appelle Gravity et qui est basée sur du mapping, donc ce dont je viens de vous parler, du mapping qui consiste à projeter donc, sur un bâtiment. Ici, vous reconnaissez peut-être l'Utopia à Bordeaux. Et donc, ça consiste à projeter sur un bâtiment des images qui vont être adaptées vraiment à l'architecture ou en tout cas aux spécificités du bâtiment. Donc là, cette installation qui s'appelle Gravity, alors je vais vous montrer une, une vidéo en même temps. Hop. Consistait donc à projeter, alors non web, euh, non, c'est pas ça. Donc consistait à projeter des textos, donc sous forme de briques de mots. Alors, je remonte, excusez-moi, dans les vidéos. C'est une installation qui a plus de 10 ans. Alors, c'est pas celle-ci que je voulais vous montrer. J'aurais peut-être dû la mettre de côté. Voilà, c'est ça-là. Et donc, cette installation voilà, permet à tout un chacun de venir avec son téléphone portable et d'interagir avec cette projection par le biais de messages SMS. Donc, vous avez peut-être vu en fait sur la capture d'écran précédente en fait qu'il y avait un numéro qui était affiché en haut de la projection. Et en fait, les personnes vont être capables d'envoyer des textos qui vont être donc analysés par le moteur un petit peu graphique, par l'installation. Donc chaque mot va être placé dans une brique et ces briques vont comme ça tomber sur la surface du bâtiment. Donc, vous voyez que là ici, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça une fenêtre, mais sert vraiment d'obstacle à la chute des mots. Donc là, vous voyez ici le message. Et donc ça, c'est une installation qui a très très bien fonctionné. Donc ça, on continue d'ailleurs de l'installer. On l'avait installé pour l'inauguration de la Fabrique Paula. Donc ça fait partie de ces installations vraiment créatives qu'on développe au studio, je dirais, vraiment en toute liberté. Voilà, donc si on a une bonne idée, eh bien on la développe et on essaye après de la proposer sur des temps forts. Voilà, donc Gravity.
Expression, alors pareil, je vais vous montrer une vidéo qui était basée un petit peu sur le même principe, donc de projection vraiment sur deux façades de bâtiments ici, avec une même logique d'application, c'est-à-dire des textos qui sont envoyés sur un numéro. Nous, on les récupère, on les analyse. Et là, par rapport à Gravity, on avait eu cette idée de faire circuler d'abord les messages ici sur cette surface. Donc là, on est place Fernand Lafargue à Bordeaux, donc en plein centre. Et une fois que les messages avaient terminé leur course, donc soit sur les côtés ou soit sur le bas du bâtiment, eh bien ici on avait une synthèse un petit peu de tous les mots qui avaient été envoyés pendant la soirée. Donc avec une règle simple, c'est-à-dire que plus le mot avait été envoyé et plus sa place ou son aire ou sa superficie sur le bâtiment allait occuper une place plus importante. Voilà. Donc on avait ici deux projections simultanées avec une coordination donc entre les messages qui arrivent ici, terminent leur course, et une fois qu'ils terminent leur course, eh bien, ils sont intégrés par le biais donc voilà, de ce dictionnaire un petit peu dynamique. Donc pareil, je vais vous montrer une vidéo. Hop, je vais fermer ça. Et voilà, donc expression, c'est ici. Donc c'est des vidéos assez courtes à chaque fois. Donc voilà, c'est à côté de l'Apollo. Et voilà, donc on était à une époque où les smartphones n'étaient pas forcément très en vogue, ou même ça n'existait pas. On était juste au début de l'iPhone. Voilà, donc là vous voyez les messages qui circulent. Et ici, voilà, espèce de dictionnaire comme ça qui se forme vraiment toujours en temps réel. Hein. Donc l'idée vraiment forte de ces installations, c'est que ça fonctionne vraiment toujours en temps réel. C'est-à-dire que les images ne sont pas des vidéos, mais se fabriquent au fur et à mesure des interactions. Et donc c'est ce qu'on verra cette année. Comment interagir avec l'utilisateur, donc par différents moyens. D'autres installations, donc là, pareil, hein, je vous montre en condensé, sinon il y en aurait pour 4 heures à tout expliciter. Donc d'autres installations, notamment ici, une installation, donc Expression qu'on avait installée dans le cadre d'un festival qui s'appelle Panorama, qui a lieu tous les 2 ans. Et donc là, on était, alors je me souviens plus, je crois que c'était au château, dans un château pas très loin de Senon. Une autre installation qui s'appelait Textopolis ici, donc basée sur à chaque fois le même principe. On a une interaction par le biais du texto et on va reconstruire ou fabriquer des images au fur et à mesure donc de l'arrivée ou de l'intégration de ces textos, de ces SMS. Donc ici, ça faisait partie d'une soirée qui était organisée au CAPC qui clôturait, donc c'était en 2013 ou 2014, qui clôturait la nuit digitale, donc c'était ou la semaine digitale, pardon, qui était un événement qui était à l'initiative de la mairie de Bordeaux, voilà, qui avait lieu pas très loin de là où j'habite, au H14. Donc avec rencontre entre acteurs du numérique sur le Bordelais, donc acteurs vraiment au sens large. Hein. C'était pas que dans le domaine créatif et c'était vraiment plutôt dans l'univers entrepreneurial. Et donc il y avait cette soirée-là qui clôturait un petit peu la semaine. Et donc la mairie nous avait commandé donc une installation sur le principe donc de ces envois et réceptions de textos. Avec ici, donc, on avait vraiment changé un petit peu, pareil, la visualisation. On refabriquait ici le logo de la semaine digitale qui avait été imaginé par des étudiants d'une école de graphisme. Je crois oui, c'était Digital Campus. Et voilà. Donc là, pareil. Alors, bon, je vous montre, je crois qu'on a une vidéo tant que j'y suis. Je vous montre la vidéo. Voilà, tiens, c'est là. Donc là, pareil, on a repris vraiment ce système-là qu'on avait déjà programmé de. Ah non, c'était 2012. Je vous ai dit 2013 ou 2014, mais c'était 2012. Voilà, donc là, pareil, projection donc sur 2 écrans. Les personnes envoient ici, on a vu rapidement là, en haut à gauche, envoient des textos. Les textos apparaissent au fur et à mesure voilà, sur la surface, donc avec un petit temps de lecture, et puis reconstruisent comme ça au fur et à mesure
cette structure. Hein. Donc, il faut imaginer qu'en début de soirée, là, il y avait rien, quoi. On était sur une projection noire et puis petit à petit, voilà, on a posé des briques qui reconstruisaient cette surface. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on verra aussi, c'est-à-dire le fait d'avoir comme ça une brique logicielle qu'on peut réutiliser de projet en projet. Donc ça, on verra, je pense, plutôt, ça c'est des notions assez avancées. On verra ça plutôt à la fin de semestre. Donc on se créera une batterie comme ça de fonctionnalités qu'on pourra réimporter dans un autre projet. Voilà, on avait aussi un Aquatype ici qui est basé sur le même système. Donc là, on fabriquait des petits organismes, donc des petits poissons en fait, qui dépendent, dont le comportement et l'aspect dépendaient des messages qui ont été envoyés sur le dispositif. Alors, est-ce que j'ai une vidéo de ça? Je pense que oui. Voilà, ici. Donc, on avait installé ça au Brésil. On avait été invité à un festival à São Paulo il y a 7 ou 8 ans. Et on avait donc développé ou créé cette animation pour l'occasion. Donc en réutilisant encore une fois le dispositif donc, de réception et de traduction de textos. Voilà, donc je pense qu'on va voir. Donc là, on n'avait pas eu la possibilité, donc l'idée c'était vraiment de projeter ça au sol. On n'avait pas eu la possibilité de le faire. Et donc il y avait là une double interaction avec une interaction aussi vraiment par le geste qui permettait de créer des ondes à la surface d'une sorte de liquide. Voilà, donc là, toujours pareil, interaction par l'envoi de messages, et puis ensuite on venait comme ça, donc avec une caméra qui permettait de détecter la présence de personnes et de détecter aussi, de quantifier le mouvement et la position de ce mouvement pour créer, voilà, pour créer comme ça des ondes graphiques, comme si on était à la surface d'un liquide. Donc ça, c'est la partie vraiment, je dirais, autonome et créative du studio. Donc là, on répond vraiment, pas forcément à une commande, mais on va plutôt la proposer, nos services ou nos créations, je le répète, à des festivals d'art plutôt orientés art numérique. Voilà, donc je vous montre à chaque fois, donc ces créations font l'objet d'un développement d'outils. Donc là, je vous montre un petit peu l'interface qui nous permet de gérer justement la projection. Voilà, donc ça, c'est vraiment nous ce qu'on voit sur notre moniteur. Hein. Donc il y a un moniteur qui, en tout cas, une sortie graphique qui est destinée à un ou plusieurs vidéoprojecteurs. Et puis de l'autre côté, on a un moniteur qui nous permet d'administrer la projection. Hein. Donc ça va se faire ici, les obstacles par création de masques. Et ensuite, on est capable d'éditer. Donc ça, pareil, on le verra au cours de ce semestre, c'est-à-dire la possibilité de manipuler des paramètres de notre programme par une interface graphique. Donc ça fait partie des choses qu'on va apprendre à faire, c'est-à-dire à câbler des boutons, des sliders sur notre programme pour modifier l'aspect de certaines fonctionnalités ou certains aspects graphiques. Voilà. Donc ça, c'est une autre installation qu'on avait faite, qui était plutôt une vidéo. Donc on avait demandé alors je me souviens plus si c'était des habitants, et je crois pas, non, c'était des personnes en fait d'une médiathèque en fait de glisser en fait quelques mots sur Noël. Et on avait créé une vidéo sur un ensemble comme ça de scènes qui reprenait ce principe à la fois de construction avec des textos et de vidéos plus traditionnelles. Voilà. Donc, bah, pareil, je pense que. Ah oui, alors je sais pas, je pense que la vidéo, on l'a pas mise. Je regarde si la vidéo a été mise. Oui, voilà, ça s'appelait Calligramme. Donc, c'est une vidéo voilà, qui a été faite avec des outils programmés. Et là, la sortie n'était plus finalement une projection en temps réel, mais on a sorti donc les images produites par programme dans un fichier vidéo. Voilà. Donc, je vous montre quelques séquences. Voilà, donc là, c'est intégré à la fois séquences programmées, puis séquences vidéo filmées sur fond vert. Je vais peut-être avancer. Voilà.
Donc ça fait partie aussi d'un travail autour de la typographie et de son intégration dans un univers créatif. Voilà, donc là, ça avait été présenté à un festival aussi d'art numérique à Enghien-les-Bains, pas très loin de Paris. Voilà. Donc ça, une autre création qu'on avait produite ici pour un événement à Pessac. Alors, j'ai oublié le nom du château. C'était en fait pour Bernard Magrez. Et c'était à l'occasion en fait de la fête du vin. Donc voilà, c'est Château, pardon, c'est Château Pape Clément et c'était en fait un événement où j'allais dire le propriétaire du château avait invité en fait ses clients sur une série de soirées et parmi les festivités, eh bien il y avait ici une projection. Alors, bon, ben, pareil, je peux vous montrer. En fait, il y avait une chanteuse ou une cantatrice en fait qui était venue dans le chai pour voilà, proposer un spectacle. Alors, ça durait 3 minutes et on nous avait demandé d'animer en fait, d'animer cet environnement. Donc là, on avait utilisé un petit peu tout notre savoir-faire, à la fois le mapping, donc mapping sur les tonneaux et puis sur le sol, et développement. Donc, alors pareil, là, ce que vous allez voir sur le fond ici, sur le fond et puis sur les cuves, ce sont des images qui sont fabriquées en temps réel. Donc, et ce temps réel-là, ces images-là variaient en fonction de l'intensité de la voix et des fréquences de la voix de cette chanteuse. Voilà, donc il y avait cette notion. Donc ça, on le verra aussi, cette interaction avec la voix qui permet de récupérer au plus simple une intensité, donc entre silence et puis voix forte. Et on va créer comme ça, on va moduler en tout cas des animations. Je vais peut-être un petit peu avancer. Voilà. Donc tout ça, encore une fois, des images temps réel qui sont programmées pour réagir à des stimuli externes. Donc là, le stimulus était donc l'intensité de la voix de la chanteuse. Voilà, donc là, il n'y avait pas de public, on avait fait une captation sans public. Donc là, vous voyez, c'était une installation assez complexe et qui tournait sur deux ordinateurs pour gérer l'ensemble des projections, donc à la fois sur les cuves ici, sur le sol, et puis sur le fond. Voilà, donc avec un travail de synchronisation et de scénarisation en fonction évidemment du déroulé du morceau. Donc ça fait vraiment partie encore une fois, des créations. Donc là, on était complètement libre sur cette création. On nous a simplement dit, ben voilà, faites en sorte d'habiller voilà, ce volume, cette pièce. Quelques images. Oui, donc là, je vous ai parlé de la partie vraiment, je dirais, créative et un petit peu autonome du studio. On a une autre partie je dirais, qui nous occupe pas mal et puis qui fait un petit peu l'essence aussi du studio, qui est le travail sur tout ce qui est interface muséographique. Donc, on a travaillé en 2016 sur une série d'interfaces à la Cité du Vin. Donc, on a développé 35 interactifs qui sont présents aujourd'hui à la Cité du Vin. Donc, si vous allez vous balader, enfin bon, j'allais dire ça, mais pour l'instant, c'est plus trop possible. Mais si vous avez l'occasion ou si vous avez eu l'occasion d'aller à la Cité du Vin, on a développé voilà, quasiment, je dirais, une bonne moitié des interactifs qui sont présents là-bas. Voilà, notamment les interactifs qui sont présents sur ces meubles-là. Donc là, c'était un travail vraiment de muséo au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'on a travaillé à la fois avec le comité scientifique de la Cité du Vin, à la fois aussi avec les scénographes et les architectes du bâtiment, voilà, pour développer l'aspect graphique de l'interface qui devait être en accord un petit peu avec
avec le lieu, puis avec donc évidemment le comité scientifique pour l'intégration en fait des contenus. Voilà. Et donc on a travaillé aussi eh bien, avec toute la partie technique, donc une société avec qui on travaille assez régulièrement qui s'appelle Videlio, et qui a assuré l'installation du parc matériel. Donc on s'est retrouvé nous un petit peu à l'intersection de tous ces domaines, donc intégration de contenu, intégration aussi du graphisme et de l'ergonomie qui se devait de respecter un petit peu voilà, la charte qui avait été définie pour la Cité du Vin, et puis travail évidemment d'installation avec l'équipe technique donc sur les serveurs de la Cité du Vin qui sont situés là. Les serveurs machines sont situés pas très loin des grandes bouteilles. Voilà. Donc on a eu un gros travail à faire. Donc je pense, voilà, j'ai quelques captures d'écran. Donc tout ça c'est animé et on devait intégrer, là on a travaillé plutôt sur des interfaces tactiles, donc intégrer tout ce qui est touch et réaction, donc on avait pour consigne de rendre les interfaces vivantes, comme si elles, même si on était sur l'écran d'accueil, il fallait avoir cette sensation qu'il y avait une activité ou un bouillonnement dans ces interfaces. Donc voilà un travail assez titanesque. Donc on a passé à peu près, je dirais, une bonne année et demie à travailler sur ce projet-là. Notre projet sur lequel on a travaillé en 2000, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'était 2017 ou 2018. On a travaillé sur les boîtes CAPC, qui est un projet éducatif, qui est au CAPC, qui date des années 80 et qui a été modernisé. Donc la ville de Bordeaux a lancé un appel d'offres auquel on a répondu, puis qu'on a remporté avec deux autres studios. Donc un studio de graphisme qui s'appelle Cubic. Donc je vous montre Cubic, avec qui on travaille assez régulièrement, qui est un studio de graphisme à Bordeaux, qui est basé à la Cité numérique, à Bègle. Donc là, plutôt graphisme orienté print, je dirais, et signalétique. Et on a travaillé aussi avec un studio qui s'appelle Zamac Design, et dont l'un des fondateurs en fait intervient aussi en master. Ils sont plutôt orientés création d'objets, on va dire, allez, pour résumer. Voilà, c'est de design, pardon, je dirais plutôt design industriel. Voilà. Donc création d'objets, de mobilier pour des grands groupes. Donc ça, on a travaillé, voilà, on a répondu à cet appel d'offres à 3. On l'a remporté et on a, non, c'est pas ça. Et on a donc produit cette boîte, en fait, donc qui répondait un petit peu au cahier des charges. Donc le CAPC avait déjà ce système de boîte que les instituteurs ou les enseignants de primaire pouvaient venir prendre au CAPC directement, et qui contenait, donc ces boîtes contenaient des activités ou des fiches sur un thème particulier qui concernait évidemment l'art contemporain. Donc le brief en fait de l'appel d'offres, c'était un petit peu en gros de moderniser ce dispositif. Et donc on en est venu à créer cette boîte. Donc on a gardé évidemment le concept de boîte qu'on déplie. Et une fois déplié, en fait, les faces internes de la boîte vont révéler ce qu'on a appelé une marelle. Donc, il faut imaginer comme le jeu d'enfant. Une marelle avec ici une représentation de certaines œuvres de la collection du CAPC. Donc, c'est des œuvres qui appartiennent au CAPC et qui concernent, donc là, le thème de la boîte était la couleur. Donc, c'est pas forcément évident à la première vue, mais vous allez voir. Et donc, on a utilisé, ici dans la boîte, on trouvait aussi un ensemble de 12 tablettes. Donc, on était parti sur 12 en partant du constat qu'en général, dans les classes, on a plutôt autour de 20, 25 élèves qui vont pouvoir se partager donc une tablette. Et sur ces tablettes, on a développé un ensemble d'activités qui fonctionnaient comme suivant. Bon, je vais vous montrer la vidéo aussi. Donc les enfants prenaient une tablette et ils pouvaient naviguer comme ça sur la marelle, et en pointant en fait avec la caméra donc de la tablette un marqueur. Donc le marqueur, hein, c'est ici une représentation ou en tout cas un pictogramme. Eh bien, il allait pouvoir ici déclencher des activités liées donc à l'artiste ou à l'œuvre en question. Alors, je vais vous montrer. Donc ça a fait l'objet aussi d'un site internet.
Voilà, donc on a développé aussi un site internet en parallèle. Et donc je vous montre, alors je ne sais pas si vous voyez en plein écran, je vous montre la vidéo. Voilà. Donc la vidéo qui vous montre en fait les. Alors bon, il y a une voix off. Tiens, je vais peut-être la remettre. Je ne sais pas si vous entendez. Vous entendez? Oui, Ouais. Voilà, donc un projet, alors c'était 2017, je vous ai dit 2018, mais c'était 2017. Donc un projet voilà, qui fait intervenir encore une fois l'interaction, mais au travers cette fois de la réalité augmentée. Donc, tiens, je peux vous copier si vous voulez aller voir, je peux vous copier le lien sur le chat. Voilà. Donc ça fait partie des projets de muséographie qu'on a développés en collaboration donc, avec d'autres studios. Donc on a multiplié aussi les collaborations donc, qui intègrent vraiment cette dimension programmée code. Ici, dans une installation qui s'appelle 360 000, qui a été développée en 2012, ce coup-ci, donc il y a presque 10 ans, pour un festival à Lyon qui s'appelle les Nuits Sonores, plutôt un festival de musique électronique. Et donc là, on a été contacté par le biais d'un autre designer interactif qui s'appelle, alors je peux vous montrer, qui s'appelle Martial Joffre Roulant, et qui a un studio, alors peut-être je vais rentrer par là, qui s'appelle plutôt Screen Club, voilà, et qui travaille un petit peu dans le même domaine que nous, plutôt là dans le domaine événementiel, et sur des structures un petit peu lumineuses. Et donc là, il nous avait contacté parce qu'il ne pouvait pas assurer le développement du projet. Il était sur notre projet. Et donc, on a travaillé là sur le développement de cette installation lumineuse qui était présente à l'entrée du festival. Donc, c'est une grande structure avec faite de tubes lumineux qui était animée en fonction donc des différentes activités sonores sur les scènes. C'est-à-dire qu'on avait 3 ordinateurs sur chaque scène musicale qui, avec un programme, analysait l'intensité sonore, les fréquences, un petit peu comme l'installation précédente que je vous ai montrée. Et donc, ça envoyait ces informations par le réseau sur un ordinateur qui était responsable en fait d'animer ces tubes lumineux. Bon, je vais vous montrer. À chaque fois, je dis je ne vais pas montrer la vidéo, mais bon, je vous le montre. C'est toujours plus explicite. Alors, à chaque fois, il faut que je la trouve. Voilà. Je vais baisser le son peut-être. Voilà, donc vous voyez, c'était alors là pareil des animations de temps réel, mais on sort un petit peu de la projection donc du mapping ou d'un écran, on va dire tactile, et là on va venir piloter donc ces structures lumineuses. Voilà, donc là pareil,
c'est des animations temps réel qui réagissent à la musique et à intervalles réguliers. Donc, on affichait le nombre de secondes, donc 360 000. C'était le nombre de secondes sur le festival. Donc, ça correspondait, je crois, à 5 jours. Et donc, à intervalles réguliers, on affichait comme ça un décompte jusqu'à la fin du festival. Donc là, ouais, vous avez vu quelques captures. Donc, toujours pareil, développement d'un outil un petit peu spécifique qui va servir donc de base vraiment à la création ou à la gestion de la projection. Et donc là, j'avais développé un dispositif qui permettait de créer des animations un petit peu temps réel. C'est-à-dire, je me mettais devant la projection, j'écrivais du code et j'étais capable en temps réel de voir se modifier ou évoluer ces animations. Donc là, je crois que voilà, j'ai mis sur l'écran suivant, voilà, une petite démonstration de ce principe de programmation de temps réel. Donc, j'ai à droite le programme et à gauche l'écran, donc l'animation qui était produite ici sur la projection, enfin sur la structure lumineuse. Donc ça, c'était assez pratique et je vous montrerai en cours d'année. Alors ça, il y a 10 ans, c'était pas forcément évident de faire ça. Aujourd'hui, c'est devenu assez standard. Et notamment, il y a un outil qui permet de faire une sorte de comme ça de VJing en temps réel qui utilise la plateforme qu'on va voir, donc le langage de programmation P5JS. Donc ça, on verra ça. Je vous montrerai ça quand on commencera à avoir quelques notions d'interaction. Et on verra cet outil qui est assez marrant. Et je crois même qu'on peut faire de la programmation à plusieurs mains. C'est-à-dire on se connecte sur la même interface et puis on peut écrire du code, des visuels en temps réel à plusieurs en même temps. Donc, je vous montrerai ça. J'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Voilà. Donc voilà pour la partie outils. Donc là, j'ai écrit cet outil avec une plateforme qui s'appelle Open Frameworks. Voilà. Qui est un environnement qui permet de développer comme ça assez rapidement des animations interactives, voilà, qui dispose en tout cas de beaucoup de modules pour développer comme ça des interactions avec une finalité donc de production d'images animées. Donc vous avez tout un tas d'outils déjà préfabriqués et vous les assemblez un petit peu à la manière de Lego, voilà, comme pour construire quelque chose et en programmant voilà, ces grosses briques. Voilà. Donc ça faisait un moment que je n'avais pas été là-dessus. Voilà, donc c'est un petit peu Open Framework, c'est un petit peu le grand cousin de Processing qu'on va utiliser au cours au cours de ce semestre. C'est venu après, donc dans l'histoire un petit peu de ces outils. Voilà, une autre installation. Alors, je regarde l'heure, ouais, 9h40. Je vais peut-être un petit peu accélérer. Donc, une autre installation qui s'appelle Murmure, qui est un dispositif en fait dans lequel on va venir parler ici dans ce qu'on appelait une chambre d'écho. Donc, c'est une espèce de machine en fait, ou de dispositif qui va traduire en fait le niveau sonore, donc un petit peu à la manière de ce que je vous ai montré précédemment, en ondes lumineuses ici qui vont se propager sur un câble. Et à la fin de la propagation donc, de ces ondes lumineuses, elles vont former ici un ensemble d'ondes graphiques. Voilà. Donc cette installation avait fait l'objet de plusieurs workshops. Donc j'avais réutilisé en fait ce dispositif un petit peu programmation de temps réel, ce qui nous permettait ici d'utiliser le dispositif en mode un petit peu développement. Et j'ai fait plusieurs ateliers, notamment à la Gaieté Lyrique, à Stéréolux à Nantes. Et puis est-ce que j'en avais fait un? Oui, j'en avais fait un ici dans une école qui s'appelle, je crois, oui, IARTSUP. Donc, on avait utilisé ce dispositif et j'avais demandé en fait aux participants ou aux étudiants de développer des tableaux numériques. Et donc là, à Stéréolux, l'idée, c'était de produire des tableaux interactifs, donc qui réagissent vraiment au son et à la lumière, et qui avait été installé, donc Stéréolux, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un lieu dédié à la musique et aux cultures un petit peu numériques qui est basé à Nantes, voilà, sur l'île à Nantes.
Voilà. Donc, ils ont chaque année un festival d'art numérique qui s'appelle Scopiton. Enfin, je dis art numérique, mais qui, bon, évidemment, l'édition 2020 a été annulée. Mais voilà, ça mélange, comme très souvent, musique électronique et culture numérique par le biais d'installations. Voilà, donc ça, Murmure, je l'ai développé avec un studio, en collaboration avec un studio qui s'appelle Cheval Vert, qui est basé, voilà, qui est basé à Paris et qui là a deux casquettes, donc ils sont plutôt dans le graphisme, typographie, édition, et puis une autre partie qui est plutôt dédiée à tout ce qui est installation, un petit peu ce qu'on fait, installation numérique. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, ils avaient créé notamment une identité pour Stéréolux, euh, cette identité graphique, hein, voilà. Donc voilà, ils ont des installations qui sont basées sur de la création lumineuse avec cette dimension aussi forte interactive, temps réel. Voilà. Hop. Alors chaque fois je me trompe. Keynote, voilà. Voilà, j'avais mis cette photo pour terminer. Donc un projet sur lequel je suis en train de travailler là, qui est en train de se terminer, qui est un projet qui se passe dans les galeries souterraines de la citadelle de Verdun, donc qui concerne la guerre 14-18. Et on est en train de finaliser, là on est vraiment sur la fin du projet, donc ça fait 2 ans qu'on y est, sur un dispositif en fait avec des lunettes en réalité augmentée. Donc les personnes en fait qui vont naviguer sur des nacelles à l'intérieur de ces galeries, donc il faut imaginer vraiment des très grandes, très longues galeries, et elles vont être équipées donc de lunettes, et dans ces lunettes vont se jouer en fait des scènes de la vie quotidienne de soldats à cette époque-là, donc sachant que cette citadelle en fait servait de base, même de lieu de vie en fait pour l'armée française. Donc il y avait à peu près, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais 2000 soldats qui vivaient à l'intérieur de ces galeries. Donc il y avait un restaurant, voilà, dortoir, etc. Et donc on retrouve des séquences vidéo qui se déclenchent sur tout le parcours à l'intérieur, donc surimposées avec le décor. Donc où on retrouve du mapping. Donc c'est vrai que j'avais mis cette photo qui n'est pas forcément très très explicite, mais les galeries là ont été évidemment aménagées depuis. Oui, donc je vais vous parler aussi, voilà, outre l'activité au studio, donc je travaille aussi donc à l'université. Donc, alors je me suis aperçu que j'avais oublié d'enlever voilà, les, les lignes de construction. Donc bah, ça c'était voilà, à la MDA, donc le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était il y a 2 ou 3 ans, donc avec les étudiants de L2, et puis c'était la dernière journée où on avait ben voilà, imprimé en fait les créations des étudiants. Donc, je vous ai montré les photos tout à l'heure. Voilà, donc ça je vous l'ai montré. Oui, donc ça, bah, pareil. Donc j'interviens aussi pas mal sur des ateliers de creative coding. Donc là, c'était encore une fois bah, le lieu dont je vous ai parlé, Stéréolux. Donc ils m'ont invité bah, à venir animer un atelier autour de tout ce qui est donc génération de graphismes qui fait partie un petit peu aussi de l'histoire liée à la créativité par programmation. Donc j'en reparlerai au cours de ce semestre parce qu'on va prendre 1 ou 2 séances à reprogrammer en fait des œuvres qui ont été créées dans les années 50 et 60, donc avec l'utilisation vraiment des tout premiers ordinateurs qui étaient vraiment réservés à des scientifiques ou des gens qui travaillaient vraiment dans des grosses entreprises, plutôt ingénieurs. Donc on n'était pas du tout à l'ère du PC. Et donc là, ben voilà, j'anime des ateliers. Donc ça, c'est un atelier que j'ai fait à l'ECV il y a 2, 3 ans avec un studio qui fait de la sérigraphie qui s'appelle Atelier Serjoin, qui est basé à La Rochelle. Et là, l'idée, c'était de reprendre une technique qui s'appelle l'ombro-cinéma. Et donc, c'est une technique en fait qui permet dans une image de combiner plusieurs images pour produire une animation comme ça avec une grille un petit peu spéciale qui va masquer en fait ben, une image
une image sur 6. Voilà. Donc, je crois qu'il y avait 6 images. Et donc, cette grille permet comme ça, quand on la passe, de révéler qu'une seule image. Et nous, avec notre vision, on peut recombiner ou reconstituer l'image en entier, même s'il y a un sixième de cette image qui est masquée. Voilà. Donc là, l'idée du workshop, c'était de faire générer dynamiquement ces motifs par programme en utilisant le principe de boucle. Donc ça, on le verra, je pense, vers la session numéro 9 ou 10. Et je vous apprendrai à comment on peut fabriquer assez simplement avec du code des GIFs animés. Voilà. Donc des animations qui bouclent et on sauve une animation depuis le navigateur. Voilà, donc là, pareil, j'avais créé une interface un petit peu spécifique. Donc là, l'idée, c'était vraiment que les étudiants s'emparent de cette interface et puissent aller personnaliser le code. J'avais été invité l'an dernier à... Non, c'était pas l'an dernier, c'était il y a 2 ans, 2019, à Chaumont, voilà, pour un atelier que j'avais animé, qui s'appelait un safari typographique. Et j'avais invité en fait les étudiants ou les participants à aller dans la rue de Chaumont. Donc ils s'étaient séparés en plusieurs groupes. Et l'idée, c'était en fait d'aller, comme le nom l'indique, d'aller prendre en photo tout un tas de signalétiques, en fait, finalement tous les signes qu'ils allaient trouver dans la ville, pour en fait les passer au crible d'une- voilà, d'un outil que j'avais développé qui permettait en fait d'analyser les mots qui étaient sur ces photos, et puis d'avoir aussi des datas qui correspondent à l'environnement de ces mots. Donc ça peut être la couleur, ça peut être aussi si ça fait partie d'une enseigne, etc. Et donc j'avais demandé aux participants d'utiliser cette matière pour produire des affiches, voilà, qui avaient été exposées. Donc là, encore une fois, alors oui, voilà, donc là, l'outil en question, qui utilise une technique, un algorithme qui s'appelle OCR, en fait, qui est Optical Character Recognition, qui est basé sur des réseaux de neurones, donc tout ce qui est machine learning, et qui permet aujourd'hui, avec une très grande fiabilité, d'analyser des images, en fait, d'analyser le contenu d'images. Donc ça, c'est des choses que je vois en master. Donc là, on a terminé la semaine dernière le semestre sur, voilà, j'ai fait un projet avec eux sur tout ce qui est machine learning et dans P5JS, donc dans l'outil qu'on va utiliser. Donc ça, voilà, je réserve ça. C'est des notions assez avancées, mais que je vois avec les étudiants de master. Voilà. Voilà, et puis je vous parle de mon dernier dada, qui est, voilà, je suis artiste aussi à côté. Et je travaille beaucoup avec le traceur Axidro. Et donc, je produis. Donc là, je vous montre le genre d'interface que je développe pour produire des images. Et notamment, voilà, j'imprime beaucoup en fait sur papier. Je produis des œuvres en fait qui sont le résultat de recherches dans le domaine visuel et algorithmique. Voilà. Donc ça, c'était un outil que j'avais développé pour un atelier à la Aide, à Genève, en fait, une école de design qui est basée en Suisse. Voilà. Donc là, pareil, toujours même principe, j'arrive avec un outil. Pardon, donc il y a deux niveaux, un niveau où on peut manipuler l'interface et un niveau où on peut rentrer dans le code après pour personnaliser un petit peu l'apparence. Voilà. Donc tout ça finit ici, voilà, sur ce type de graphisme. Donc très très géométrique, très génératif, avec un travail vraiment sur essayer de trouver des systèmes graphiques qui jouent sur le rythme et qui flattent un petit peu l'œil. Voilà, donc vous pouvez aller voir, alors je vous le montre, mais j'ai un Instagram où je poste assez régulièrement toutes mes créations. Donc j'expose mes dessins. Donc là, c'était une expo au mois de novembre à Bayonne, j'allais dire Biarritz, mais c'était à Bayonne. Une expo qui s'appelait, c'était pas ça, qui s'appelait Graphic Waves. Voilà, où j'avais ici un espace où j'ai pu installer mes dessins, installer aussi 2 écrans, donc avec de l'animation, alors qui n'était pas pour le coup pas temps réel. Donc j'avais exporté des vidéos.
Voilà, je sais pas si on les voit. Et puis j'avais réalisé aussi un grand mur un petit peu à la Sol LeWitt, donc un mur. Là, la géométrie, pareil, a été réalisée par algorithme. Et ensuite, j'ai tracé ça avec un ami, euh, avec une règle et un marqueur. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir. Voilà. Donc, je poste assez régulièrement. Donc, j'ai pas mal de dessins. J'avais fait une autre expo à Bordeaux au mois de septembre. Voilà. Là où j'ai utilisé, ben, pareil, différentes techniques ici, clou et fil, pour réaliser cette sculpture. Voilà. Voilà. Donc ici, pareil, j'avais fait une peinture, voilà, très, très géométrique. Et j'avais exposé évidemment quelques dessins. Voilà. Donc tous les dessins que vous voyez, voilà, j'avais travaillé, oui, j'ai travaillé aussi avec une boutique à Bordeaux qui s'appelle Le Rayon Frais. Donc on a édité une série de t-shirts euh, qui sont basés sur les motifs en fait certains motifs que j'avais créés. Voilà. Et puis parfois je produis des animations aussi. Voilà, donc tout ça est issu d'un travail de recherche. Je développe mes propres outils, donc vraiment ce qu'on va apprendre à faire, hein. Bon, on va pas aller aussi loin que ça, mais on va vraiment apprendre à développer ses propres outils graphiques à l'intérieur du navigateur. Voilà, donc j'ai cette activité aussi à côté artistique, qui nourrit aussi à la fois le studio, puis à la fois ma pratique d'enseignement. Donc ça, je vous proposerai voilà, de travailler avec ces outils et notamment le traceur, ce dont je vous ai parlé, sur la création. Alors, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, si on va travailler sur des cartes postales. Pourquoi pas, ça pourra être une affiche. J'en sais rien. Donc, je vais réfléchir à ce qu'on fera sur la fin de ce semestre, voilà, sur un carnet. Alors oui, j'ai utilisé aussi, j'étais parti à Marseille, en fait, utiliser des robots, euh, enfin des robots industriels, en fait, pour tracer. Voilà, donc avec un studio ici qui s'appelle AATB. Donc, je vous montre AATB, je crois, c'est voilà, c'est .ch. Et c'est un studio qui est basé à Marseille. Donc, c'est deux anciens étudiants d'une autre école qui sont en Suisse, qui s'appelle l'ECAL. Et donc, eux utilisent en fait principalement les robots dans un contexte vraiment de création pure. Voilà, donc ils ont développé plusieurs installations, dont celle-ci qui est assez géniale en fait, qui est une installation, je vous montre. En fait, on était sur une interface en ligne, donc les deux robots qui sont équipés de gants, et on avait la possibilité, en fait, à travers une interface web, de piloter ces gants. Donc, on se connectait sur le site. Si on était deux, on pouvait piloter en fait chacune des mains avec simplement une interface droite-gauche. Donc, c'est un truc assez génial en fait. Voilà. Donc là, par exemple, la personne a le gant vert, et puis il va piloter la main. Voilà. Donc, une création très très originale. Et je les avais contactés en fait il y a 2 ans pour savoir si je pouvais utiliser leur robot pour faire des impressions. Donc j'étais parti voilà, dans leur atelier à Marseille pour travailler sur le pilotage de ces. On avait utilisé ces robots-là, tiens, qui sont fabriqués par une boîte qui s'appelle Universal Robot. Voilà. Donc, c'est vraiment des robots qui sont destinés plutôt à l'industrie, hein, donc industrie automobile etc., et qui là sont détournés et qu'on peut programmer par le biais d'instructions et de commandes pour effectuer des tâches. Donc, j'avais utilisé ça. Voilà, ici. Donc, j'avais produit 5 ou 6 impressions. Voilà, donc je travaillais aussi avec de la sérigraphie, donc vous connaissez peut-être cette technique. Et voilà, donc l'expo, ouais, j'avais mis quelques images de l'expo où j'avais présenté donc certains de mes dessins. Voilà. J'en ai terminé pour cette présentation. Je regarde l'heure, ouais, donc j'ai un petit peu débordé. Bon, c'est pas très grave. Voilà.
Donc, vous pouvez, donc ça, je vais les mettre, si je ne les ai pas mises, je pense que j'ai mis les liens, en fait, sur le GitHub. Non, ça, c'est la L3 que je vois tout à l'heure. Ouais, je pense que j'ai mis, oui, voilà, donc j'ai mis le lien vers mon studio. Après, j'ai pas mis les liens vers les Instagram. Je vais vous les rajouter tout à l'heure, voilà, pour que vous ayez les différentes références que j'ai montrées. Écoutez, on va passer un petit peu à la pratique maintenant. Donc, je vais vous montrer là aujourd'hui plutôt principalement l'interface qu'on va utiliser, qui s'appelle, alors j'ai fermé les onglets. Hop, voilà, je vais fermer ça. Frameworks. Je ferme Zamak, Cubic, Durox, Gravity, Countach, Axidro. Voilà, je laisse ça ouvert. Donc, on va utiliser un environnement qui s'appelle Processing, qui existe, en fait, c'est un environnement qui existe depuis, je dirais, presque 20 ans, en fait. Je crois que les premières versions de Processing sont apparues en 2000 ou 2001, si je ne me trompe pas. Et c'est un projet qui est à l'initiative, en fait, qui étaient deux étudiants au MIT aux États-Unis, donc à la fameuse école de design. Et donc deux étudiants qui s'appellent, à l'époque, ils s'appellent toujours donc Kaz et Reese, qui sont devenus aujourd'hui des artistes à part entière. Donc Kaz et Reese et Ben Fry. Voilà. Ben Fry, qui sont voilà, les deux créateurs de Processing et qui étaient à l'époque étudiants d'un enseignant qui s'appelle John Maeda. Et John Maeda, voilà, c'est une des premières personnalités, je dirais, ou en tout cas un des premiers créateurs d'outils à visée pédagogique. Donc, il a créé un outil qui s'appelait Design by Numbers. Alors, je ne sais pas si on le voit ici sur le site. On va essayer de trouver Design by Numbers. Et c'était un outil en fait qui visait à vraiment à sensibiliser les étudiants qui n'étaient pas forcément dans le domaine des sciences et des mathématiques, à les sensibiliser ou à leur faire découvrir la programmation interactive. Donc il avait, alors je regrette, oui, c'est Design by Numbers. Voilà, Design by Numbers, c'était vraiment une interface très très simplifiée. Alors c'est vrai qu'on voit les images sont pas très grandes, mais une interface en fait qui ressemble aujourd'hui à l'interface de Processing. Et donc Caceres et Ben Fry ont repris cette interface en l'adaptant donc au temps réel et surtout à la possibilité à l'époque en 2000 d'exporter les créations sur le web. Donc ce qui était assez exceptionnel à ce moment-là, c'est-à-dire qu'à partir vraiment d'un outil, on pouvait exporter des animations et les placer sur une page web avec une technologie qui est aujourd'hui un petit peu obsolète, mais qui existe toujours, qui s'appelle les applets Java et qui permettait voilà, d'intégrer à votre navigateur un bloc dans la page qui pouvait faire tourner donc du Java. Donc le Java, c'est un langage qui a connu une période de développement assez intense. Il y a eu un petit coup de mou au milieu des années 2000 et avec l'arrivée d'Android, donc produit par Google, eh bien, ce langage a retrouvé une seconde jeunesse. Donc Android, hein, c'est le système d'exploitation de téléphone que vous connaissez sans doute et qui est basé sur le langage Java, qu'a utilisé Processing dans ses premières versions. Donc Processing, c'était d'abord en fait une interface qu'on téléchargeait et qu'on allait, donc je vous ai montré tout à l'heure, hein, quand je vous ai montré les outils, notamment la grille de dessin. Moi, j'utilise en fait pour développer mes impressions, j'utilise encore Processing dans sa version desktop. Et en 2000, je pense vers 2009-2010, a commencé à apparaître donc la version web. Les technologies web ont évolué et donc c'est la version web qu'on va utiliser. Donc j'utilise moi depuis 2 ans maintenant en cours. Avant j'utilisais la version précédente, donc desktop de Processing, qui s'appelle P5JS. Donc là, ce qu'on va apprendre à faire, c'est programmer vraiment à l'intérieur du navigateur. Et on va programmer donc avec ce composant qui s'appelle donc P5JS
Et en fait, en réalité, on va utiliser la programmation en JavaScript, donc, qui est le langage qui, quand vous naviguez sur le web, sert vraiment d'interface de programmation. Donc, tout ce qui est dynamique sur le web, bah, c'est programmé avec du JavaScript. Donc, il existe aujourd'hui tout un tas de frameworks ou de librairies qui permettent de faciliter la tâche de développement. Et en particulier, donc P5JS est là qui reprend un petit peu le standard de processing, c'est-à-dire vraiment de simplifier l'interface de programmation graphique avec une forte dimension pédagogique. C'est-à-dire, vous allez voir, c'est très très simple en fait de programmer des effets graphiques. Évidemment, après, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de cette interface de programmation. Donc, on va utiliser P5JS à travers en fait un éditeur, donc en ligne. Donc, on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit. Et donc, peut-être la première opération que je vais vous demander de faire, ça va être de créer un compte. Alors, je vous copie, hop, le lien. Ça va être de créer un compte ici sur P5JS. Donc, alors, je vais me déconnecter. Voilà, vous allez pouvoir ici utiliser donc le bouton Sign Up. Alors, je ne sais plus. Oui, quand on arrive sur l'interface ici. Donc, vous allez vous enregistrer ici. Alors, pourquoi s'enregistrer? En fait, tout simplement parce que vous allez pouvoir sauvegarder vos sketchs. Donc, un sketch, ça va être vraiment un programme écrit avec P5JS. Donc, il y a vraiment cette notion, cette terminologie avec processing de sketch. Donc, un sketch, c'est un programme, une espèce de croquis. Et il y a cette notion aussi, donc j'emploierai ce terme de sketchbook, qui est le dossier dans lequel vous allez sauvegarder en ligne vos créations. Donc, sketchbook, vraiment le carnet de notes, carnet de croquis. D'accord? Donc, je vous laisse peut-être 5 minutes pour vous enregistrer et vous connecter. Donc, ça va vous servir à sauvegarder vos créations. Et puis, quand je vous demanderai de travailler sur des exercices, en fait, je vous demanderai tout simplement de me donner l'adresse de votre programme. Donc, ça se fera par simple échange voilà, d'adresse ici. Donc, moi, je vais me reloguer hop, ici avec mon compte. Et donc, normalement, vous arrivez ici sur une interface graphique. Donc, on va apprendre, on va apprendre à la dompter, j'allais dire, et voilà, et à programmer donc dans cette partie ici qui est réservée au code. D'accord? Donc, je vous laisse 2-3 minutes pour créer votre compte. Moi, je vais en profiter pour boire un verre d'eau et j'arrive. Voilà, ça va mieux. J'étais un peu desséché. Donc, vous pouvez choisir un pseudo. Et puis, je crois qu'il demande simplement un email. Et donc, normalement, une fois que vous vous connectez, vous avez cette interface ici voilà, qui correspond à l'éditeur de processing de P5JS. Je vais fermer ça. Fermer le keynote aussi. Je vous laisse une minute encore. Donc là, vraiment, on va apprendre à programmer. Donc, vous allez voir, il y a des briques vraiment de base qu'on va essayer d'apprendre à maîtriser. Et avec ces quelques briques de base, après, eh bien, on fabrique des programmes complexes. Donc, on va un petit peu voir
Je fais un petit peu l'analogie avec la physique, hein. Il y a une centaine d'atomes, et avec cette centaine d'atomes, eh bien, on peut fabriquer des molécules, et le vivant avec des comportements complexes. Ben, en programmation, ça va être un petit peu pareil. Il y a vraiment quelques notions. Alors, ça paraît un petit peu étonnant ce que je dis, mais il y a vraiment quelques notions de base. Et à partir de ces notions de base, ben, on va construire des algorithmes de plus en plus complexes. Et ces algorithmes, ensuite, ben, on va pouvoir les combiner pour créer des choses plus complexes, et ainsi de suite. Donc, nous, on va commencer vraiment tout en bas, d'abord par une programmation plutôt graphique, et puis on va, donc pour vous les nommer, donc on va voir la notion en particulier de variable, qui va nous permettre de stocker et de manipuler de l'information. Donc on verra ça, comment on peut manipuler des données simples dans un premier temps, puis complexes après. Au travers donc de cette notion de variable, on va voir ensuite la notion de branchement. Donc ça, c'est une notion importante qui va permettre d'exécuter ou non des blocs de code en fonction de ce qu'on appelle des conditions. Donc on verra comment on peut dire, si par exemple l'utilisateur fait ça, eh bien on va afficher ça ou déclencher ça comme action. Sinon, dans le cas contraire, on va effectuer telle ou telle opération. Donc ça, on verra ça, c'est ce qu'on appelle les branchements. On verra ensuite tout ce qui est boucle de répétition, c'est-à-dire qu'on pourra être capable de prendre un bloc de code et de le répéter un certain nombre de fois. Donc on verra notamment que donc on aura nous une application graphique. Donc je vous ai montré tout à l'heure ce qu'ont fait les L2 l'an dernier sur ce pavage de l'espace. Donc on aura nous une application graphique de cette structure de boucle, mais ça sert vraiment dans tous les... voilà, je connais quasiment pas un programme qui ne contienne pas de boucle. Donc ça sert à parcourir notamment des structures de données pour analyser des données. Donc on verra ça, la boucle. Et on verra la notion aussi de fonction. Donc on va pouvoir, vous allez voir, définir nos propres commandes dans Processing. On va regrouper en fait une liste d'instructions qu'on va nommer, et cette commande-là, on pourra la rappeler à différents endroits de notre programme, et ça nous permettra, ce dont je parlais tout à l'heure, de créer des petites ou des bibliothèques de code. D'accord? Donc, on va pouvoir comme ça se créer nos propres commandes et les réutiliser ensuite ou les importer dans d'autres programmes si besoin. Donc ça, en gros, on va prendre des instructions qui existent, construire d'autres instructions qu'on va pouvoir ensuite réintégrer dans d'autres fonctions, etc. Donc ça, on verra ça plutôt je dirais, ouais, vers le cours numéro 7-8, vers la fin. Voilà. Et donc, avec les L3 tout à l'heure, je vais voir une notion un peu plus avancée qui s'appelle la notion de classe, et qui permet en fait de construire des objets un petit peu complexes pour les manipuler à l'intérieur donc de cet environnement. Donc, parallèlement à ça, on verra aussi, je vous montrerai, donc on fera un exercice, je pense, je vous montrerai comment on peut sortir de l'éditeur et proposer vos créations en ligne hors éditeur. Donc, on utilisera notamment la notion de serveur FTP, et je vous montrerai comment on peut exporter ça dans une page web et le placer en ligne, donc pour que vous puissiez avoir une adresse à vous pour ces créations. D'accord? Donc ça, je vous montrerai ça. Ça fait partie des notions d'export de sketch en ligne. OK, bon, alors je pense que tout le monde a pu créer donc son compte. On va démarrer. Donc peut-être simplement un commentaire sur l'interface. Donc vous avez vu, hein, je dirais qu'il y a cinq parties sur l'interface. Donc vous avez une partie ici menu, donc menu déroulant. Vous avez une partie ici qui concerne plutôt tout ce qui est comportement du sketch. Donc, vous allez pouvoir appuyer ici sur la touche Run, qui va lancer en fait le code qui est inscrit ici. Donc, il va interpréter le code et afficher ici le résultat du code. Donc, pour l'instant, on a simplement ici un carré gris qui s'affiche. Okay, et donc, si vous voulez arrêter l'exécution, vous
appuyez sur Stop. D'accord? Donc, auto-refresh, j'en parlerai, on ne va pas s'en servir aujourd'hui directement. Là, vous avez par défaut le nom de votre sketch. Donc, ça, vous pouvez l'éditer. Donc, moi, en général, ce que je fais, c'est que je donne un nom assez explicite, donc la 4U6. Et on va l'appeler premier programme. Allez, tiens, je vais mettre 2021 parce que je pense que je dois avoir le même nommage. Premier programme. OK. Donc ça, vous pouvez renommer. Donc je vous conseille en général peut-être même de mettre le numéro de cours. Tiens, on va faire, allez, cours 01, premier programme. D'accord? Donc de donner des noms assez explicites pour pouvoir y revenir. Donc ça, vous pouvez éditer. Ici, vous avez la possibilité de régler certains paramètres, dont notamment la taille du texte. Donc là, je me suis mis en 22, mais je pense que vous pouvez diminuer un petit peu la taille. Donc je me suis mis en 22. Moi, c'est vraiment pour la lisibilité. Ici, puis vous avez plusieurs thèmes. Alors ça, je vous avoue que j'utilise jamais. Je reste en thème light, mais vous pouvez modifier ça. Vous avez ici des options de l'éditeur. Donc pour l'instant, on va pas rentrer dans le détail. Simplement peut-être voilà, ajuster la text size qui vous convient. Donc ça, c'est la deuxième partie. Troisième partie ici, c'est l'éditeur de code. Donc c'est vraiment là qu'on va travailler. On va taper des instructions ici. Ici, donc, vous avez la prévisualisation qui correspond donc à l'exécution de votre code ici, donc la fenêtre. Donc, je vous parlais d'export. Donc, on apprendra donc à exporter ce qu'on voit ici dans une page web indépendante. D'accord? Donc, ça, on verra comment on peut sortir d'ici et placer ça en ligne sur un serveur. Donc, l'an dernier, j'avais placé, alors vous pouvez aller voir, mais j'avais fait une petite page. Donc, je pense que je vais reprendre le même principe cette année. Pour les exercices, alors je vais revenir, et j'avais, non, c'est pas ça, c'est ça, et donc j'avais placé en ligne, donc je vais réfléchir, je pense que voilà, je vais réfléchir un petit peu à la manière de faire, je vous passe l'adresse, et j'avais mis en ligne en fait tous les sketchs qui avaient été faits par les étudiants, d'accord. Ça, je vous apprendrai comment mettre ça en ligne et comment voilà, on pourra retrouver votre travail sur une page web dédiée. Voilà. Donc, il y avait d'ailleurs toutes les créations qui avaient été faites pour les cartes postales. Donc là, vous pouvez cliquer par exemple ici et donc vous allez retrouver ici un programme qui a été fabriqué par Ludivine 07. D'accord? Voilà. Donc tout ça, on va apprendre à le faire. Et puis vous pouvez voir la nature des exercices que je vous donnerai de faire. Donc l'an dernier, j'avais donné un exercice sur de la typo dynamique, sur de la composition à partir d'images, voilà, sur les grilles. Donc il y avait des résultats vraiment chouettes. Voilà, donc ça c'était travail de Dillon. Donc là, c'était plutôt travail sur les boucles et le projet final. Voilà, donc j'avais donné quatre mini-projets. Donc on va dire à peu près tous les trois cours, et le travail donc sur l'accident. Voilà, donc avec un travail ici sur la répétition et travail sur les transformations géométriques. Donc ça, on verra ça pareil en fin de semestre ou vers les 2 tiers du semestre. OK ? Et on a une dernière partie ici donc, qui s'appelle la console, dont on va se servir pas mal. Et la console, en fait, ça va permettre d'imprimer des informations pendant l'exécution du code. Donc, vous verrez que très souvent, parfois, on a un fonctionnement où on ne comprend pas les paramètres, où on veut imprimer en tout cas des valeurs. Et c'est ce qu'on va faire ici par le biais d'une instruction particulière. Donc ça, on verra comment imprimer des informations dans cette console. OK ? Bon, on va commencer. Et peut-être je vais effacer les 2 premières instructions ici pour commenter ici ces 2 écritures-là. C'est ce qu'on appelle en fait des gestionnaires. Donc, vous voyez, ces 2 gestionnaires, en fait, le gestionnaire de démarrage ici, donc setup,
et le gestionnaire de dessin. Donc, c'est des gestionnaires en fait qui délimitent un bloc de code. Donc, toujours quand je parlerai de bloc de code dans P5JS ou dans Processing, bloc de code, en fait, ça va être délimité ici par des accolades. D'accord? Donc, pour grouper des instructions, eh bien, on va les encapsuler dans 2 accolades, donc une entrante et une fermante. D'accord? Et donc, le squelette, on va dire, de notre application, ça va être organisé autour de ces 2 gestionnaires qu'on retrouvera vraiment à chaque programme. Donc, chaque fois qu'on va travailler sur un programme avec P5JS, eh bien, on aura ce gestionnaire. Donc, je ne commente pas un petit peu la syntaxe, je le ferai après au moment voulu. Mais on va retrouver donc function setup avec des parenthèses ici. Donc, 2 accolades qui vont délimiter notre premier bloc de code ici. Donc, on va remplir ici ce bloc de code avec des instructions. Et donc, ce deuxième bloc de code ici, qui s'appelle le gestionnaire de dessin. Donc, des gestionnaires, en fait, ça regroupe des instructions qui vont être exécutées à des moments particuliers de notre programme. D'accord? Donc là, le gestionnaire setup, dès que vous allez appuyer sur le bouton Run ici, il va exécuter en fait toutes les instructions qu'il va trouver entre ces 2 accolades. Donc ça, il va le faire qu'une seule fois pour toutes. Il va regarder toutes les instructions et les exécuter une par une. Une fois qu'il aura fait ça, il va passer à l'exécution donc du gestionnaire de dessin que j'appellerai boucle de dessin aussi très souvent. Et là, il va regarder pareil toutes les instructions et les exécuter de manière séquentielle une par une. Alors, la petite différence et la petite notion voilà, qu'il faut déjà intégrer, c'est que, en fait, une fois qu'il a exécuté toutes les instructions qui sont présentes ici, il va faire une petite pause ici et il va revenir donc à la ligne ici pour moi 11 et réexécuter en fait toutes les instructions. D'accord? Donc, ce qui va nous permettre en fait de générer un certain nombre d'images par seconde et de créer comme ça de l'animation graphique. Donc, cette animation graphique, elle est produite vraiment par l'exécution de manière régulière, de manière périodique de ce gestionnaire-là. D'accord? Donc, il y a vraiment ces 2 notions, gestionnaire de démarrage. Donc, j'exécute une fois des instructions ici qui sont placées ici. Donc, en général, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dimensionner en fait la taille de notre zone de dessin ici. Donc, la taille, vous avez vu ici la partie grise qui s'affichait. Donc, on va charger aussi des données. Donc, on verra, on va charger des images, charger des données, initialiser aussi, pourquoi pas, des objets qui vont servir à des librairies externes. On va placer ici tout ce qu'on a besoin de faire une seule fois pour toutes pour notre programme. D'accord? Donc, ça s'appelle, alors je vous montre ici ce qu'on appelle des commentaires. Donc, vous allez pouvoir rajouter du texte libre à l'intérieur de votre programme. Donc, ici, avec un double slash, on va pouvoir ici venir placer du texte libre dans notre programme. Donc ça, c'est le gestionnaire de démarrage. Donc ici, c'est une ligne qu'on appelle un commentaire. Et quand on va exécuter notre programme, si l'interpréteur, ou en tout cas si le navigateur rencontre une ligne qui commence par un double slash ici, en fait, il ne va pas chercher à comprendre ce qu'il y a écrit ici. D'accord? Donc, on va pouvoir placer ici des commentaires. Donc, je vous encourage d'ailleurs à prendre des notes à l'intérieur du code lui-même. C'est assez pratique. Et ici, donc, on va avoir gestionnaire ici. Donc, ou boucle, j'appellerai ça de dessin. D'accord? Donc, ça, c'est les gestionnaires. C'est vraiment le squelette de notre application principal qu'on va retrouver. Et d'ailleurs, dès que vous allez créer de toute façon un nouveau sketch, vous aurez ces 2 gestionnaires. Donc, on va apprendre, je pense déjà au cours prochain, à implémenter ce qu'on appelle implémenter, c'est-à-dire déclarer, écrire dans notre programme d'autres gestionnaires. Et notamment, on verra un gestionnaire qui permet de capter quand l'utilisateur appuie sur une touche du clavier ou quand l'utilisateur appuie sur une des touches de la souris. D'accord? Donc, on verra ça. Donc, sachez que ça, c'est les 2 gestionnaires principaux, mais on va pouvoir créer ou en tout cas implémenter d'autres gestionnaires qui vont réagir à des moments particuliers donc de l'existence ou
notre programme. OK? Donc, la première instruction qui est déjà inscrite, alors je l'ai effacée parce que je voulais la commenter. Ça va être une instruction, donc create canvas. Alors, une instruction, ça va être un mot-clé, en fait, que P5JS va reconnaître. Donc, un mot-clé qui va pouvoir comprendre et qui va pouvoir exécuter, en fait. Donc, ça, on va écrire, vous allez voir au cours de ce semestre, tout un tas de fonctions, donc de commandes. Alors, j'emploierai de manière un petit peu indifférente le mot fonction, méthode ou commande. D'accord? Donc, c'est le même mot qui désigne en fait un mot-clé qui effectue une opération dans notre programme. Donc, create canvas, en fait, c'est une instruction qui va créer ici une zone rectangulaire dans notre zone de prévisualisation. D'accord? Donc, ça, c'est la première instruction qu'on voit, la première commande, et on va l'écrire ici. Donc, toute instruction va s'écrire avec un mot-clé, tout attaché. Donc, si le mot-clé est reconnu, en fait, il va le colorer en bleu un petit peu foncé ici. Et il va ici, donc on va lui passer ce qu'on appelle entre parenthèses des paramètres. D'accord? Donc, des paramètres, en fait, ça va être une liste, donc dans un premier temps, une liste de nombres qui vont être interprétés par la commande. Donc là, en gros, ce qu'on lui dit, c'est qu'on veut créer une zone de dessin, donc dans la zone de prévisualisation, et on va lui donner deux nombres ici. Donc, je vais volontairement changer 400 et 200. Donc, vous voyez que ici, on a passé donc ici deux paramètres qui vont être donc la largeur en pixels et la hauteur en pixels de notre zone de dessin. D'accord? Donc, le premier paramètre, 400, ça va désigner la largeur de notre zone de dessin. Et le deuxième paramètre, donc attention, c'est une virgule ici, ça va être donc la hauteur. Donc, si je relance le sketch, eh bien, alors oui, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé, donc je vais remettre la commande ici. Pardon, background 200. Voilà. Donc là, ici, j'ai créé une zone de dessin qui fait 400 pixels de large et 200 pixels de haut. D'accord? Donc, vous pouvez déjà, dans un premier temps, essayer de changer ces valeurs. D'accord? Donc, vous voyez que alors, ah oui, donc oui. Donc j'ai d'autres étudiants qui vont arriver. On va arrêter d'ici 2 minutes parce que j'ai d'autres étudiants qui arrivent pour le cours de L3. Donc là, vous voyez, première approche, donc une commande en fait qui va nous permettre de créer en fait cet espace de dessin. D'accord? Donc c'est une fonction, une méthode qui prend deux paramètres, la largeur et la hauteur de notre zone de dessin. Donc, background 200, en fait, je commenterai la semaine prochaine, mais c'est une commande, en fait, qui permet de préciser quelle va être la couleur de fond de notre zone de dessin. D'accord? Alors, comment on connaît ces commandes? Les commandes qui sont compréhensibles par P5JS, en fait, vous avez ce qu'on appelle ici, donc, vous pouvez aller dans Help ici, et vous avez ici un élément de menu qui s'appelle référence et vous allez avoir ici toute la liste des commandes qui sont connues par P5JS. D'accord? Donc vous avez énormément de fonctions qui correspondent ou qui concernent en fait à la fois de la manipulation de données, du dessin, des opérations mathématiques. Donc tout ça, vous l'avez ici. Et notamment, en fait, en général, moi, ce que je fais, c'est que je vais rechercher la fonction create canvas. Donc, pour chaque mot-clé, pour chaque instruction, vous allez avoir une fiche particulière qui reprend un petit peu un exemple, donc très simple ici, create canvas, vous voyez 100,50, et avec une description. Et donc, surtout, ce qui est important, c'est la syntaxe. Donc, la syntaxe d'une instruction, c'est comment elle va s'écrire. C'est-à-dire, en gros, quelle va être donc l'écriture vraiment ici, de la commande, évidemment, et aussi le nombre de paramètres qu'elle va pouvoir prendre. Donc ça, par exemple, si on utilise la create canvas avec un seul paramètre, en fait, on va produire ce qu'on appelle une erreur de syntaxe, c'est-à-dire qu'il ne va pas être capable de comprendre en fait
cette instruction avec un seul paramètre. Donc ça, ce sera important de se référer à cette liste, à ce dictionnaire de mots-clés, parce qu'il nous apprend comment ça s'écrit. Donc, vous voyez qu'ici, create canvas, eh bien, ça prend, alors si je lis ici, 3 paramètres, mais en réalité, les paramètres qui sont marqués ici avec des crochets, c'est des paramètres, ce qu'on appelle des paramètres optionnels. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les mettre. Donc là, les paramètres qui sont obligatoires sont la largeur, donc la largeur du canvas. Donc le canvas, hein, je vais désigner ça vraiment par la zone graphique sur laquelle on va dessiner. Et donc la hauteur du canvas, donc de la zone de dessin. Donc vous voyez que c'est exactement ce qu'on a écrit. On a bien écrit ici, donc create canvas avec 2 paramètres donc, qui sont des nombres. D'accord? Donc 600 et 200 correspondent bien à la largeur et la hauteur de notre canvas. D'accord? Donc background, ben, c'est une autre fonction qui prend en paramètre, donc celle-là, je la commenterai plus en détail parce qu'elle fait appel à un modèle de couleur. Mais en tout cas, elle prend un paramètre qui est un niveau de gris. D'accord? Donc ce niveau de gris, 0, ça va être noir, et 255, alors on ne va rien voir, mais c'est blanc. D'accord? Donc là, on voit un petit peu blanc. D'accord? Donc là, vous voyez que background, ben, c'est une autre commande donc, qui est référencée ici et qui prend, elle, pour l'instant, un seul paramètre qui est le niveau de gris avec ce niveau donc, qui varie de 0, donc totalement noir, à 255, totalement blanc. Et donc, vous avez effectivement après les valeurs intermédiaires, par exemple 121, qui est un gris intermédiaire, donc entre 0 et 255. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, et donc vous voyez que ces deux fonctions-là, eh bien, une a été appelée dans le setup. Donc, pourquoi? Ben parce qu'on a besoin simplement de créer notre espace de dessin qu'une seule fois. Pas besoin de le recréer à chaque fois qu'on dessine, hein. C'est comme si on prenait une feuille de papier. Ben, ça, on le fait qu'une fois. Et par contre, là, la fonction draw, la fonction background, elle est de manière continue exécutée de manière continue. Donc là, pour l'instant, nous, on voit simplement un rectangle qui est fixe, mais on va voir qu'ici, on va placer la semaine prochaine des instructions qui vont réagir au dessin de la souris. Donc la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ça et on va créer un petit outil de dessin. Donc déjà tout simple avec quelques instructions qui va nous permettre de faire une brush et puis de dessiner un motif géométrique. Donc on verra la semaine prochaine plusieurs instructions de dessin et on fera une introduction donc à vraiment ces notions d'interactivité, déjà par la notion de captation de la position de la souris par rapport au canvas. OK. Donc, ben, je vais arrêter ici. Je vais arrêter l'enregistrement. Alors, je vais peut-être, j'accepte juste ceux qui arrivent. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Bon, j'accepte. J'accepte les nouveaux arrivants, donc les L3. Voilà. Donc, je vais quitter l'enregistrement. Hop. Et voilà.